Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui, la vidéo des 5 trucs du mois, mars 2019. Allez, on démarre. Alors le premier conseil, souvent on me demande comment formater une carte mémoire, si le faire dans l'ordinateur ou un autre système. Voilà. Alors moi, ce que je fais toujours, c'est je décharge mes photos dans l'ordinateur, je fais une copie de sécurité, un backup, donc j'ai 2 copies des photos, et quand j'ai fait tout ça, je formate ma carte dans l'appareil photo. Je te conseille de toujours reformater la carte après l'avoir fait, parce que tu démarres avec une carte propre, on dirait. Le faire dans l'appareil photo. Pourquoi? Parce que certains appareils photo, même si c'est un format en principe standard d'organiser les cartes, eh bien ils ont leurs petits trucs. Par exemple chez Sony, ils font une base de données, des trucs comme ça, et ça peut te donner des erreurs. Donc je préfère toujours formater dans l'appareil photo et démarrer propre en formatant à chaque fois. Pas faire simplement effacer les photos, mais vraiment formater. J'ai toujours fait ça, j'ai jamais eu de problème, et si je connais des gens qui ont eu des problèmes en formatant dans l'ordinateur, en mettant ensuite la carte dans l'appareil photo, et ça donne une erreur d'écriture ou de lecture, et là le problème commence. Conseil numéro 2. Alors souvent on vient de faire des photos avec son sac à dos, son sac de photos, on le laisse dans un coin et puis on oublie. Et puis 3-4 jours, une semaine après, on repart et puis on est persuadé qu'on a tout dans le sac. Et puis quand tu arrives, tu te rends compte que tu avais enlevé les batteries pour recharger et tu as oublié de les remettre, que tu avais enlevé un objectif, que tu avais touché un truc, un machin et tout. Résultat, c'est un problème. Donc moi je te conseille, avant d'aller faire des photos, regarde toujours ton sac. Ce qu'il manque, ce qu'il y a en trop aussi, parce que j'avais déjà parlé de l'organisation des sacs, prends seulement ce dont tu as besoin, mais surtout n'oublie rien de ce dont tu as besoin. Donc avant de partir, révise toujours ton sac, que tout est bien dedans et qu'il ne manque rien. Conseil numéro 3. Alors, tous les photographes de mariage ou sportifs, en fait, ceux qui font des photos qui ne peuvent pas se refaire parce que le match de foot, ils ne vont pas le rejouer parce que tu as loupé les photos ou parce que ton appareil photo est tombé en panne, ni un mariage, on parle toujours qu'il faut un deuxième boîtier de secours, mais beaucoup oublient qu'il faut aussi des objectifs de secours. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, les objectifs peuvent tomber en panne aussi. C'est pas simplement, le boîtier qui peut tomber en panne. Par exemple, moi j'avais un Canon 85 mm 1.8 et puis un jour il donnait des erreurs de communication avec le boîtier. Alors au début il suffisait d'enlever l'objectif, redémarrer l'appareil, le rallumer et c'était reparti. Mais au bout d'un moment il n'y avait plus rien à faire. Donc si j'avais été dans une situation critique de mariage, si j'avais pas eu un objectif de secours, ça aurait pu être un gros problème. Alors évidemment, si ton objectif de bataille c'est un 24-70 par exemple, qui est un objectif cher, un 2.8, tu peux peut-être pas te permettre d'avoir 2 objectifs comme ça, surtout que si ça se trouve, il va jamais tomber en panne. Donc tu devrais penser à avoir un objectif de focale fixe de secours. Par exemple, si tu es en full frame, un 50 mm 1.4 ou 1.8, si tu es en APS-C un 35 mm, et si tu es en micro 4 tiers, 25 mm. Tu peux aussi choisir, en regardant tes exifs de photos, quelle est la focale que tu utilises le plus en moyenne et prendre ça en fixe. Et si tu utilises que du fixe, par exemple, tu fais tout au 50 mm 1.4, tu peux peut-être pas acheter un deuxième 1.4 ou un 1.2, ça dépend ce que tu as, et bien avoir le 1.8, même s'il n'est pas aussi performant, il va te sauver. Donc n'oublie jamais qu'il te faut au moins un objectif de secours si jamais il y avait une petite catastrophe. Ça c'est très important. Et si c'était du style d'utiliser un télé, un 2.8, un 70-200, eh bien achète un bas de gamme, un qui puisse se monter, pas trop cher. Et puis tu l'as de secours, même si ça ne sera pas parfait, ça peut te sauver quand même. Voilà. Alors, conseil ou réflexion numéro 4. Les ISO élevés ne sont pas pensés pour remplacer un éclairage. Et beaucoup de gens se trompent là-dessus. Ils pensent, ben voilà, comme je peux monter à 12 000 ISO ou à 24 000 ISO et c'est à peu près potable le bruit, j'ai plus besoin de flash. Et c'est faux. En fait, les ISO élevés sont là pour te sauver quand tu ne peux pas mettre un éclairage sur mesure qui te plaît, que ce soit un éclairage de lumière ambiante ou un éclairage de flash avec évidemment un éclairage travaillé avec un modificateur, un softbox, une fenêtre, je ne sais plus comment on dit en français, voilà, et que tu mets ça, tu travailles ta lumière et tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il y a de la lumière, d'abord tu vas la diriger comme tu veux. Quand tu mets des ISO élevés, tu ne diriges rien du tout, tu prends la lumière telle qu'elle arrive.
En lumière naturelle aussi, mais il y a des situations où en lumière naturelle tu peux orienter la personne, d'autres tu peux pas. Par exemple en mariage, tu vas pas dire on va tourner l'hôtel pour que ça soit orienté comme ça me plaît. Deuxième raison, c'est que en ISO élevé, tu perds une plage de rang dynamique. Donc si tu es dans une situation très contrastée, imagine tu es en train de faire un mariage à la mairie ou à l'église, eh bien peut-être qu'à 100 ISO, le rang dynamique va être impeccable et tu pourras voir la lumière qui rentre par la fenêtre et la partie sombre de l'église correctement exposée, parce que tu arriveras à jouer grâce à ton rang dynamique. Mais par contre, si tu montes à 6400 ISO, bah, si ça se trouve, tu auras ou les ombres complètement noires, bouchées, ou tu auras les hautes lumières complètement cramées. Donc les ISO, c'est un gilet de sauvetage et non pas un remplacement de l'éclairage. N'oublie jamais ça parce que beaucoup de gens ont l'air d'oublier actuellement avec cette guerre des ISO élevés. Conseil numéro 5. On dit toujours qu'il y a une heure impeccable pour faire de la photo, ou le matin ou l'après-midi, et qu'à midi on ne peut pas faire de photo et tout ça. Alors évidemment, si tu vas faire ça, la photo en plein soleil, c'est pas complètement faux, hein, sauf si tu as du matériel pour couper la lumière et éclairer correctement. Mais il y a un truc tout simple, sauf si on t'oblige à avoir une localisation précise, où il doit y avoir un entourage précis qui sort. Quand tu fais la photo à des gens, tu peux toujours faire la photo à l'ombre. C'est-à-dire que même dans une rue à 1h ou à 2h de l'après-midi, il y a un mur d'un côté qui est déjà plus à l'ombre. Donc travaille dans cette zone d'ombre et tu verras qu'il y a quand même du volume, il y a une partie plus claire que l'autre. Tu peux regarder dans ta main comment arrive la lumière en tournant comme ça, tu vois, tu tournes et tu regardes ta main, tu vois que la lumière est d'un côté plus intéressante que l'autre. Donc tu vas orienter la personne dans le sens qui t'intéresse et en travaillant à l'ombre, ça va te permettre d'avoir une photo beaucoup plus harmonieuse au niveau de la lumière. Tu n'auras pas des ombres horribles du nez qui se décollent jusque là. Voilà, donc moi je te conseille toujours essayer de travailler à l'ombre quand tu ne peux pas lutter ou gérer la lumière infernale de midi, quoi. Voilà. Alors il y a des fois tu n'as pas le choix, mais là je parle quand tu as le choix. Et bien voilà, ça c'était mes 5 trucs pour le mois de mars 2019. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, il y a un bouton par là, une petite clochette. Si tu appuies dessus, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com/fr pour la version en français. Je des cours de photographie en vidéo sur ericgiraud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous ou envoyer un email à info@ericgiraud.com. J'ai mis des liens sur d'autres parties de ma chaîne YouTube dessous en description et aussi des liens sur mon matos s'il y a quelque chose qui t'intéresse. Voilà, au revoir, à bientôt.